De gauche à droite pour vous, vous avez Alain Beretz, le président de l'Université de Strasbourg, Marie-Odile Amaury, PDG du groupe Amaury, Henri Lachmann, président du comité de campagne de la Fondation de l'Université de Strasbourg et ancien président du groupe Schneider, Bernard Meunier, président de la Fondation Recherche Chimie et président de l'Académie des Sciences, Véronique Veil, directrice des opérations du groupe AXA et que nous remercions vivement puisque nous sommes accueillis dans ces locaux qui sont toujours aussi sympathiques et commodes quand on a des choses à faire à Paris. Pierre-Étienne Bincheller, PDG de Soprema, et Christophe Gauthier, directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Voilà. Donc, le président de la Fondation. Voilà, et je suis le président de la Fondation Université de Strasbourg et je vais animer cette réunion en fait qui va se passer en deux parties. On a une table ronde, on est nombreux, mais ne vous inquiétez pas, personne n'aura la parole deux fois et on sera assez bref et on va essayer de couvrir un peu différents domaines dans les commentaires que nous vous ferons, puisqu'il y a ici des représentants de l'université, de la Fondation et des donateurs. Et puis après, nous répondrons à vos questions si vous en avez. Enfin, nous aurons un petit moment convivial où on pourra échanger plus librement autour d'un cocktail. Voilà, donc dans tous les cas, merci à chacun d'entre vous d'être venu, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, notre objectif, c'est de vous parler des résultats de la campagne de la Fondation Université de Strasbourg, qui s'est achevée fin 2014, et simultanément de vous brosser un peu, je dirais, les activités, comment nous interagissons avec les donateurs, avec l'Université de Strasbourg. Voilà, donc cette campagne, finalement, nous l'avions lancée avec un objectif de 20 millions d'euros et nous avons réussi. C'est un succès dont nous sommes tous heureux et fiers puisque nous avons collecté globalement plus de 22,5 millions d'euros. Donc en fait, les missions de la Fondation, c'est de créer du lien avec les milieux socio-économiques et éventuellement, par ailleurs, de recueillir des dons en mécénat. Donc notre objectif, quand la Fondation a été créée, fin 2008, début 2009, ça a été de constituer une équipe professionnelle et de nous attaquer à ce défi. Donc de faire davantage connaître l'université dans les milieux socio-économiques et la société civile, non pas qu'elle ne l'était pas, mais parce qu'il y avait encore pas mal d'intervenants extérieurs et effectivement d'entreprises, voire de particuliers qui ne connaissent pas bien le milieu universitaire ou qui ne connaissent pas spécifiquement les atouts de l'Université de Strasbourg. Donc c'était notre objectif principal de mieux se connaître. Et donc, à cette occasion, nous avons pu, grâce aux donateurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont fait des dons, je rappelle que nous recueillons des dons en mécénat, à la différence d'autres liens qui peuvent exister entre les milieux économiques et l'université. Il y a des entreprises qui font de la formation continue, donc qui achètent une prestation à l'université, qui envoient des gens s'y former. Il y a aussi... en particulier à Strasbourg, une société de valorisation de la technologie, Connectus, qui est très active, qui existe depuis une trentaine d'années et donc qui valorise les résultats de la recherche. Et là, il s'agit d'une relation également contractuelle entre des entreprises et l'université pour mettre en valeur des inventions, des brevets, des technologies. Nous sommes dans une logique de mécénat. Et donc, dans cette logique de mécénat, notre objectif à nous, c'est d'être un catalyseur pour des projets innovants, des projets originaux, des projets un peu emblématiques qui peuvent contribuer au rayonnement de l'Université de Strasbourg et qu'avec son budget habituel, elle n'aurait pas nécessairement pu lancer ou compléter comme elle l'aurait souhaité. Et voilà. Donc, nous sommes une fondation au service de l'Université de Strasbourg. Et notre objectif, eh bien, c'est de contribuer à son développement et à son rayonnement. Voilà, donc maintenant je vais demander à Bernard Meunier peut-être de nous donner son point de vue. Je voudrais indiquer que Bernard Meunier, en tant que président de la Fondation de recherche en chimie, nous a beaucoup aidé dans le démarrage de la Fondation Université de Strasbourg, puisque nos deux fondations ont été amenées à mutualiser des services, comme il va vous l'expliquer.
pour des raisons qui étaient liées à une initiative ministérielle. Quelques années avant la création de la fondation, il y a eu une fondation pour la chimie qui a été créée à Strasbourg, qui a été bien dotée et qui a servi de prototype, y compris à d'autres fondations à l'extérieur de Strasbourg, pour le fonctionnement. Donc, une fondation pour la chimie à Strasbourg, il faut rappeler tout de même que Strasbourg, dans le panorama de la chimie européenne, a une place très particulière en chimie. C'est une tradition à Strasbourg qui remonte très loin. Je pourrais vous raconter l'anecdote sur comment on a découvert le paracétamol à l'université de Strasbourg à la période allemande, mais ça, ce sera un peu loin. Il y a actuellement 2 prix Nobel de chimie vivants, c'est important. Il y a un prix Nobel de biologie qui aime aussi la fondation de chimie parce qu'elle a été créée avant et auquel on apporte un soutien. Et le but de ces fondations, et le but de la fondation chimie, comme le but de la fondation de l'université de Strasbourg, c'est de faciliter la vie des chercheurs. Quand vous voulez, par exemple, mettre une opération récupération, liquéfaction d'hélium entre les hôpitaux de Strasbourg, l'INSERM, la physique, la chimie, le CNRS, l'université, c'est un peu compliqué. Ce sont des institutions qui ont des budgets annuels. Construire un budget sur 2 ans, 3 ans pour faire une opération importante qui presque 2 millions d'euros, c'est compliqué. Et les fondations, parce que ce sont des fondations de droit privé qui existent pour 99 ans, permettent de faire des choses, de faire du lien et de faire des choses qu'on ne peut pas faire actuellement dans le cadre strict des établissements publics et universitaires. Donc, on fait du soutien sur la logistique, on fait du soutien sur l'excellence. Je prends un exemple, il y a une chaire de chimie supramoléculaire qui a été soutenue par AXA en tant que mécénat sur une opération tout à fait remarquable. Et la Fondation a abondé pour essayer de permettre aux titulaires de la chaire AXA de chimie supramoléculaire d'avoir un pécule chaque année qui lui permet de travailler sans avoir à se soucier à faire 4 appels à projets pour... on est là pour soutenir l'excellence, on est là pour soutenir les jeunes équipes au moment où elles s'installent, et on est là pour soutenir aussi les étudiants méritants au moment où ils choisissent à la fin de la licence, est-ce que je peux faire un master, est-ce que je peux faire de la recherche. Et là, sur des critères à la fois sociaux et à la fois de l'excellence universitaire, nous pouvons intervenir avec souplesse et efficacité. Voilà, je n'en dis pas plus. Juste un petit mot, Bernard, sur la mutualisation de nos moyens, parce qu'en fait, quand nous, on a démarré en 2009, vous existiez depuis 2 ans, vous aviez une équipe administrative, et finalement, comme vous étiez la chimie, et nous, finalement, on avait un champ, finalement, de toutes les autres disciplines de l'université, on a décidé de travailler en commun, donc un petit commentaire là-dessus, parce que ça nous a bien aidé. C'est un exemple typiquement strasbourgeois, c'est le seul endroit où on est capable de mutualiser les services et les actions de 2 fondations de droit privé. Il n'y en a pas d'autres. C'est un exemple. À Strasbourg, il se passe des choses. C'est un petit prototype, Strasbourg. Je le dis parce que je ne suis pas de Strasbourg, je peux me permettre. Moi non plus, d'ailleurs. En tant que Toulousain passant la moitié de ma vie à Paris, de le signaler. Et ça, c'est important, et ça tient à la qualité des équipes en place. Lorsqu'il y a un engagement sur un objectif supérieur au-delà des intérêts personnels, il y a effectivement cette capacité à travailler ensemble. Et je crois que dans les 2 fondations, il y a cette chose qui a été mise en place. Et c'est important parce que ça permet de réduire les effectifs, d'éviter de consommer beaucoup d'argent pour faire tourner les structures. Nous ne sommes pas là pour enfler les salaires et les besoins des structures. Nous sommes là pour aider l'Université de Strasbourg et la chimie à Strasbourg. C'est différent. Notre objectif, c'est celui-là. Et vous nous avez bien aidés. Merci, voilà. Merci en tout cas à la FRC de voilà. nous avoir aidés et de continuer à collaborer avec nous sur tout le support administratif, financier et puis sur pas mal d'autres choses encore. Maintenant, je vais passer la parole à Henri Lachmann, qui est le président de notre comité de campagne et qui nous a beaucoup aidés durant toute cette campagne, précisément parce qu'il a des réseaux importants, et puis surtout, il est motivé par le sujet de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la formation des jeunes. Si vous suivez les affaires dans ce domaine, vous savez qu'Henri est engagé là-dedans depuis pas mal de décades. Je ne vais pas dire combien, mais beaucoup en tout cas. Trop. Non, c'est trop à cause de mon âge.
Bon, messieurs, dames, bonjour. Quand Régis m'a demandé de prendre la présidence du comité de campagne, j'ai accepté pour 3 catégories de raisons. La première, c'est que j'ai vécu 28 ans en Alsace. C'était des très très belles et longues périodes de ma vie professionnelle. Ensuite, j'ai toujours pensé que la vie du jeune ne s'arrêtait pas quand il sort de l'école ou de l'université et qu'il rentre en entreprise, et que ce déficit de collaboration entre les deux mondes, ou cette espèce de ghetto dans chacun d'entre nous vit, n'était pas bon. Puis troisièmement, en travaillant sur le grand emprunt, j'ai d'une part apprécié que ce soit la première université qui fusionne, qui accepte qu'il n'y ait pas eu 3 présidents, qui accepte de faire les choses ensemble, et qui soit également une université d'excellence. Elle a bénéficié d'un certain nombre de prix et de récompenses ou de financement par le grand emprunt. Strasbourg a été les premiers dans l'IDEX, quoi. C'était aussi plus facile à Strasbourg parce qu'en Alsace, il y a déjà un début de collaboration entre le monde universitaire et la microéconomie que représentent les entreprises. Et personnellement, je crois beaucoup plus à la microéconomie qu'à la macroéconomie. Cela d'autant plus que la macroéconomie se trompe toujours. Mais que nous avons des intérêts objectifs de travailler ensemble, et nous travaillons ensemble avec le monde, nous devons travailler ensemble avec le monde de l'école et le monde de l'université pour 3 catégories de raisons. La première, c'est que ces jeunes qui sont formés à l'université, nous en avons besoin dans les entreprises. La ressource stratégique majeure d'une entreprise, ce sont ces hommes et ces femmes, et dans un pays à haut niveau de rémunération, à haute prestation sociale, on ne gagnera que par la qualification. Et la qualification pour être compétitif. On ne sera pas compétitif par les prix et par les gens non formés. Deuxièmement, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait ce mur et cette séparation entre les deux. La vie du jeune ne s'arrête pas le 31 décembre ou le 30 juin quand il quitte l'université, et ne recommence pas quand il rentre en entreprise. Puis troisièmement, on se rend bien compte que dans l'université, il y a de la technologie, il y a de l'innovation que l'entreprise devrait pouvoir apprendre à mettre en œuvre. Et plus tôt on collabore avec l'université, mieux c'est. Moi, je suis très choqué du faible nombre de doctorants que nous avons en entreprise. Un doctorant coûte moins cher qu'un apprenti. Donc quelque part, il faut encourager l'université à travailler avec les entreprises, et il faut surtout encourager les entreprises à travailler avec l'université, ce qui est assez difficile en France parce que la plupart des dirigeants sont issus des grandes écoles et perpétuent ce système, cette endogamie, cette consanguinité, et qui est extrêmement malsaine. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté d'être président du comité Sup-Emploi qu'a créé la ministre des Universités et de la Recherche, Julien Forazo, pour trouver des terrains de collaboration entre ces deux mondes qui ne doivent être plus qu'un monde. Donc je suis ravi que nous ayons réussi à lever plus de 20 millions dans une région où la collaboration a déjà un peu commencé. Et il n'y a pas cette méfiance de l'un pour l'autre. Ça va dans les deux sens, la méfiance. Oui, merci Henri. Et dans le comité de campagne, vous avez la liste dans les dossiers qui vous ont été remis. Donc on a un certain nombre de représentants d'entreprises de différents domaines, multinationales ou moins importantes, mais qui sont tous des gens qui sont motivés par l'Université de Strasbourg et par cet besoin de relation entre le monde économique et le monde universitaire. Je voudrais aussi rajouter un petit point anecdotique, mais qui n'est pas négligeable. Le président d'honneur de notre comité de campagne, durant toute notre campagne, c'était Jean-Claude Juncker, le président actuel de l'Union européenne, qui est un ancien diplômé de l'Université de Strasbourg et qui nous a fait l'honneur d'accepter cette présidence d'honneur, et qui est venu plusieurs fois à Strasbourg, qu'on a rencontré avec Alain, et avec qui on a échangé. Bon, maintenant qu'il est président de l'Union européenne, et à l'époque il était seulement, si je puis dire, Premier ministre du Luxembourg depuis 19 ans, président de l'Eurogroupe. Maintenant, il a encore un petit peu moins de temps qu'avant, mais dans tous les cas, on a apprécié son soutien moral. Voilà. Maintenant, je voudrais qu'on passe à entendre déjà un de nos donateurs et un de nos
tout premier et tout grand donateur qui est AXA. Je voudrais donc passer la parole à Véronique Weil. Donc AXA, quel est le sens de l'engagement d'AXA dans le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche? Parce que vous nous avez soutenus, mais vous en soutenez beaucoup d'autres et vous avez une vraie action de fond dans ce domaine. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je crois que je voudrais en fin de compte rebondir sur ce qu'a dit Henri Lachmann, c'est-à-dire le besoin de coopération entre l'entreprise et les universités. Et donc chez AXA, pour nous, ce partenariat, il est fondamental. Et il est fondamental que nous l'ayons avec de la recherche académique. Et pour ce faire, nous avons créé en 2007 un fonds qui s'appelle le Fonds AXA pour la recherche, qui est aujourd'hui doté de 200 millions et qui va courir jusqu'en 2018. Alors pourquoi nous souhaitons faire ceci? C'est que nous pensons que le monde change de manière absolument fabuleuse et de manière très rapide, et que nous voulons être connectés en permanence sur la recherche fondamentale. Une entreprise d'assurance est une entreprise qui anticipe les risques, qui doit avoir une très bonne connaissance des risques, et nous pensons que nous ne pouvons pas le faire seuls. Donc nous avons évidemment 3 grands secteurs de risques que nous protégeons. C'est le risque socio-économique, le risque climatique et le risque lié à l'individu. Et pour nous, ce fonds d'AXA pour la recherche, c'est vraiment un fonds de recherche mondial. C'est-à-dire que nous travaillons avec différents pays et avec différentes universités. Nous avons environ 450 projets en cours, à la fois des projets de chaire et à la fois des projets de recherche et de doctorat. Pourquoi est-ce que nous souhaitons continuer à aider cette recherche? Parce que nous pensons qu'elle doit être d'excellence, et l'Université de Strasbourg est par définition une université d'excellence, parce que nous pensons aussi que nous devons participer au débat public, et aussi nous devons avoir un rôle qui est un rôle d'éducation et qui nous permet de prendre des décisions. Donc aujourd'hui, les critères de sélection sont assez précis. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de projets et nous avons un conseil scientifique, et j'ai l'honneur de siéger à ce conseil avec des éminents membres de différentes universités. Et nous faisons une sélection très importante puisque nous avons en fait une sélection d'environ 15%. Donc nous recevons beaucoup de projets et nous avons systématiquement, avec les équipes du Fonds d'AXA pour la recherche, une discussion sur les projets que nous sélectionnons. Alors, bien évidemment, pourquoi Strasbourg? Moi, je suis très attachée parce que c'est vrai que j'ai aussi eu l'honneur de siéger au conseil du fonds de dotation. Pour nous, c'est très important d'être avec les meilleurs. Et nous ne voulons pas du tout être intrusifs dans la manière dont nous gérons ces rapports, c'est-à-dire que nous sélectionnons. Et c'est vrai que cette chaire de chimie supramoléculaire, elle était initiée au départ par Jean-Marie Laine. Vous avez attiré une jeune femme qui est absolument fabuleuse, qui est pleine d'énergie, qui a une grande équipe, qui s'appelle Louisa Dacola. Et elle a 17 membres de son équipe qui travaillent avec elle, et elle fait de la recherche en toute autonomie. C'est très important pour nous parce que c'est vraiment une activité de mécénat. Donc nous bien sûr, nous souhaitons éventuellement avoir accès à ces éléments de recherche, mais il y a une autonomie totale entre les fonds que donne AXA et la manière dont le professeur, qui est éminemment sachant, est autonome. Pour nous, c'est très important. Donc, on est fiers de participer, on est fiers de contribuer à d'autres chaires dans le monde, mais c'est vrai que pour nous, Strasbourg, c'était vraiment un exemple, parce que d'abord, vous avez été une première université, non pas une entreprise, qui a réussi à faire cette fusion, et ensuite, vous avez un souci total d'excellence, et je pense que sous le leadership à la fois d'Alain Beretz et de Régis Bello, vous êtes dans cette recherche permanente, et on sent une vraie passion, une vraie énergie. Et pour AXA, c'est vraiment une fierté d'être associé avec vous, et nous vous remercions de nous avoir choisis comme partenaires. Nous vous remercions de nous avoir choisis comme destinataire de l'un de vos importants dons. Et en fait, vous avez, depuis ces différentes années, même augmenté votre dotation, puisqu'au départ, vous aviez un fonds de 100 millions, et donc j'apprends maintenant qu'il a été porté à 200 millions. Que nous avons démarré avec 100 millions, et fort de notre succès, de notre expérience, nous avons souhaité renouveler
Et donc, nous avons doté le fonds d'une autre portion de 100 millions jusqu'en 2018. Et vous soutenez aussi des établissements d'enseignement supérieur hors de France, dans Absolument. toute l'Europe. Hein. C'est mondial. Donc, mondial, au début, bien sûr, nous avons démarré par la France. Et puis, nous sommes dans les pays d'Europe. Et bien évidemment, nous avons une vocation à nous développer à la fois, et surtout en Asie, parce que nous pensons aussi que des chercheurs de qualité sont dans ce monde-là et que nous devons être très attentifs au développement des pays émergents également. En tout cas, c'est une magnifique initiative parce que qui aurait pensé comme ça dans l'absolu qu'un groupe d'assurance allait mettre sur la table des fonds aussi importants pour soutenir l'enseignement supérieur et la recherche. Merci. Mais je pense que ça vient aussi, c'est sous le leadership d'Henri de Castres. Donc Henri de Castres est vraiment convaincu que cette coopération avec l'université est très importante, tout en laissant aux universités une autonomie. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez les professeurs, c'est nous qui choisissons, mais c'est vraiment un développement en commun. Et c'est vrai que c'est une grande satisfaction et un grand honneur de participer à cette initiative. Merci. On va maintenant passer la parole à un autre donateur important, le groupe Amaury, le Parisien, l'équipe, le Tour de France et encore pas mal d'autres choses, donc représenté par sa présidente Marie-Odile Amaury. Marie-Odile, vous êtes une ancienne étudiante de l'Université de Strasbourg, en journalisme en plus, alors... Comment vous vivez cette expérience et ce lien avec la Fondation et vous qui êtes chef d'entreprise? J'ai fait toutes mes études à Strasbourg et effectivement à l'Université de Strasbourg. Et puis ça fait déjà pas mal de décennies que je suis à Paris, mais je n'ai jamais oublié ces années. Et l'Université de Strasbourg est mon alma mater. Donc quand Régis Bello est venu me parler de la Fondation, j'ai été tout de suite très attentive, très sensible. Parce que j'ai fait évidemment mes études de lettres modernes à la faculté de lettres. Ensuite, j'ai fait effectivement 2 années au CUEJ pour un diplôme qui venait d'être lancé d'enseignement du journalisme dans le cadre universitaire. Auparavant, c'était uniquement des écoles. Et... quand j'étais à la faculté de lettres, on disait toujours Strasbourg est le marchepied pour la Sorbonne, c'est-à-dire l'excellence de cette université. Et effectivement, il y avait des professeurs qui enseignaient à la fois à la Sorbonne et à Paris. Donc, j'ai toujours eu conscience que cette université était exceptionnelle. Et elle l'est restée puisque le nombre d'IDEX qu'elle a eu, et enfin de financement d'IDEX qu'elle a eu, montre que cette université a toujours été exceptionnelle. Il y a une autre chose qui me frappe aussi, m'a frappé aussi, c'est que les élèves des grandes écoles disent toujours « je suis HEC, je suis ESSEC, je suis polytechnicien », et personne ne dit jamais « je suis une ancienne de l'université de Strasbourg, de l'université de la Sorbonne ». On n'a pas du tout l'étudiant qui sort d'une faculté ou de l'université ne vit pas cette même fierté. Et je trouve qu'il est important que les alumni, petit à petit, arrivent à être fiers de leur université, à garder le lien avec leur université, au moins en tant qu'anciens. Donc, j'ai accepté d'entrer dans la campagne pour lever des fonds. On a fait effectivement un don non fléché parce que je crois que, d'abord, parce que j'ai une confiance totale dans la direction à la fois de la Fondation et des universités. Et je pense qu'il est nécessaire que des moyens non fléchés permettent aux dirigeants d'intervenir ad hoc dans des besoins. C'est vraiment intéressant parce que vous verrez dans les chiffres du rapport annuel, du projet de rapport annuel et de rapport de fin de campagne, en fait 90% en gros de nos dons sont fléchés, c'est-à-dire que les donateurs les affectent à un objet particulier, que ce soit dans la recherche, dans la formation, dans le social, les bourses, etc. Mais un certain nombre de donateurs que nous apprécions d'autant plus, je dirais, nous font une grande confiance et effectivement nous font des dons non fléchés en nous laissant le choix
selon une procédure interne sérieuse qu'on a organisée avec un comité d'engagement, avec nos fondateurs qui y participent. Donc, selon un procédé qui nous permet d'affecter un certain nombre de nos dons à des domaines qui ne sont pas nécessairement ceux qui vont être choisis en priorité par les donateurs qui affectent leurs dons. Il est clair que beaucoup de dons vont dans les sciences dites dures, la chimie, la physique, tout ce qui tourne autour, les sciences de la terre, la santé, la médecine, etc. Par contre, on en a beaucoup moins dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et nous, si nous pouvons d'une certaine façon contribuer par des dons non fléchés à aussi alimenter ce secteur de l'université, ça nous plaît beaucoup parce que justement la vocation de l'Université de Strasbourg, c'est d'être totalement pluridisciplinaire et qu'en plus beaucoup de découvertes ou de recherches intéressantes se font au croisement de différentes disciplines. Donc c'est vraiment un facteur très appréciable et nous vous en remercions. Je vais maintenant passer la parole à un troisième genre de donateur qui là est un Alsacien, qui est le PDG d'une entreprise familiale tout à fait exceptionnelle qui s'appelle Soprema, donc Pierre-Étienne Binchedler. Soprema est une magnifique ETI qui fait près de 2 milliards de chiffre d'affaires. Et Pierre-Étienne a la caractéristique quand même remarquable de nous avoir fait le don le plus important de cette campagne, puisqu'il a même réussi à dépasser AXA. Et il nous a fait un don de 2 300 000 euros capitalisé. Donc quand on dit capitalisé, ça veut dire que nous gardons ce capital indéfiniment et ce sont les intérêts de ce capital qui chaque année vont être affectés à des projets qui sont choisis par Soprema en lien avec l'université. Donc Pierre-Étienne, si tu veux bien nous dire qu'est-ce qui t'a motivé, comment tu sens ça, comment tu y es arrivé, si je puis dire. Bien, tout d'abord, tel que tu viens de le dire, ce sont les intérêts qui vont permettre de faire des projets, ce qui fait que c'est un don pratiquement perpétuel. Seul problème, c'est que les taux d'intérêt baissent énormément. Donc, je plains ceux qui doivent gérer ces fonds-là, et ça va devenir une véritable science de savoir faire fructifier ces fonds. Donc, ce qui nous intéressait, comme vous le savez, c'est que notre siège social est à Strasbourg. Et nous sommes convaincus que lorsqu'on est dans une région, plus cette région fonctionne bien, plus nous y avons intérêt tous. Donc l'Université de Strasbourg fait partie pleinement de cet écosystème qui a une excellente réputation. Si nous pouvons contribuer à améliorer son rayonnement, nous ne pouvons qu'en être très satisfaits pour plusieurs raisons. D'abord pour la notoriété de la place, et c'est vraiment très important pour nous. Alors on se dira dans quelle mesure. Je crois que c'est plus facile de vendre une entreprise et ses produits à l'international lorsque vous l'associez à un emplacement qui a une certaine notoriété. Alors c'est vrai que dans l'acte commercial, ça ne va pas être déterminant, mais ça laisse quand même une petite trace positive. Si quelqu'un vous dit qu'il vient de Boston, de Paris ou de Milan, vous dites tiens c'est sympathique parce que vous y affectez quelque chose dans votre subconscient. Mais c'est pareil pour notre métier, donc c'est pareil pour Strasbourg. Donc l'Université de Strasbourg, son rayonnement est pour nous extrêmement important. Le deuxième point, et là on rentre dans des choses beaucoup plus concrètes pour nous, c'est que notre centre de recherche est à Strasbourg. Donc nous travaillons énormément sur la chimie et nous avons des accords de partenariat importants avec l'Université de Strasbourg, pas seulement en chimie. Et il est donc extrêmement important pour nous que les gens qui sont à l'université, donc étudiants, chercheurs, professeurs, soient d'excellente qualité. Et si nous pouvons contribuer, et ils sont d'excellente qualité, à aider à ce que ça continue, eh bien nous en sommes très fiers. Et puis après, il y a la dernière étape qui est lorsque nous recrutons des gens qui vont venir travailler dans notre centre de R&D. Si l'Université de Strasbourg est capable d'attirer les meilleurs étudiants européens, même pas français, de par sa notoriété, après, nous avons une chance, si nous sommes très bons, de recueillir les meilleurs de ces étudiants. Donc la réussite de l'Université de Strasbourg, ce sera notre réussite à nous. Donc c'est un calcul assez simple que nous avons fait. Et tel que je l'avais dit à l'époque à M. Béretz, finalement, dans le fond, il a une très très lourde responsabilité dans la réussite économique de Soprema. Et je compte beaucoup sur lui et dans nos capacités de recherche. Donc voilà.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous aviez déjà des relations avec l'Université de Strasbourg et notamment des relations contractuelles. Donc vous aviez des échanges ou des achats de prestations à l'université ou avec certains labos. Mais avec ce don en mécénat, finalement, vous élargissez le scope de façon considérable et ça vous permet de découvrir d'autres aspects ou d'autres unités de recherche que vous ne connaissiez pas nécessairement et qui peut-être déboucheront plus tard eux-mêmes sur d'autres accords contractuels, etc. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. On était déjà en lien contractuel et sincèrement, plus l'université, si tout l'écosystème d'ailleurs alsacien peut réussir, on en serait très heureux, mais plus l'université peut réussir, plus elle réussira à capter des dons, plus elle aura des moyens d'attirer des professeurs de haut niveau, de créer des chaires dans des domaines divers et variés. Alors, vous avez raison, Régis, de dire on avait déjà des accords de partenariat et nous allons certainement nous ouvrir. Madame disait que le monde est en évolution perpétuelle, c'est vrai. Aujourd'hui, on commence à parler d'objets connectés, en quoi cela peut nous concerner, comment anticiper ce qui peut être dans notre domaine, alors qu'a priori, on se dit, nous, on n'est pas concernés par cela. Donc c'est vrai que si nous arrivons à faire la différence par rapport à nos concurrents grâce aux travaux de partenariat que nous avons avec l'Université de Strasbourg, eh bien, ça permettra, on l'espère, à Soprema de réussir et de continuer à conquérir le monde. C'est bien évidemment notre ambition. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés plusieurs fois pour préparer ce don. On était avec Alice Coignas ici, qui est responsable du fundraising et tout. Et un jour, on est venu avec Thomas Ebbesen, qui est un professeur de chimie très brillant de l'université de Strasbourg, d'origine norvégienne, mais qui a vécu au Japon, aux États-Unis et qui vient de recevoir le prix Kavli. Et je pense que ça encore plus, ça a amplifié peut-être ton envie, enfin votre envie d'y aller, parce que on sentait qu'il y avait quelqu'un d'envergure internationale et qui vous a dit, mais moi je suis à Strasbourg depuis 10 ans et finalement à l'université de Strasbourg c'est génial, quoi. Non, c'est tout à fait juste. Et Ebbesen travaille justement sur des nanoproduits. Et on sait également que je parlais des objets connectés, et je sais également que c'est quelque chose dans lequel nous devons, le supramoléculaire également d'ailleurs, ce sont des sujets très lourds à terme, dont on ne mesure pas aujourd'hui les retombées, mais qui vont être incontestablement partie de notre vie en tant qu'industriel. Et c'est sûr que de voir des gens de ce niveau-là, c'est plus qu'enthousiasmant parce que c'est grâce aux travaux fondamentaux qu'ils font, lui et bien d'autres évidemment, que nous arrivons à capter justement ce savoir de très très haut niveau qui va nous permettre de progresser. Ça, c'est la chance de l'université, c'est qu'elle a des étudiants qui ont la tête forcément bien faite, ou qui sera encore mieux faite grâce aux professeurs, et on va pouvoir bénéficier de tout cela, et plus la réussite de Strasbourg est importante, plus on réussira. Merci pour ton enthousiasme et pour le soutien de Soprema. Maintenant, on va terminer cette table ronde en interrogeant nos deux fondateurs. Je vais commencer par le plus récent, donc les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par leur directeur Christophe Gauthier, qui ont rejoint la fondation en tant que fondateur aux côtés de l'Université de Strasbourg en 2012. À cette occasion, on a changé un peu les statuts de la fondation qui n'étaient plus tellement appropriés et on a eu un nouveau fondateur, les hôpitaux universitaires, et également un nouveau partenaire, l'INSA, dont on pourra dire un mot si certains ont des questions là-dessus. Donc, Monsieur Gauthier, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont rejoint la fondation en tant que cofondateur aux côtés de l'université ? Je vais le faire volontiers, cher Président. Je voudrais peut-être démarrer par des remerciements, bien sûr, auprès de toutes celles et ceux qui se sont associés à cette campagne de dons, nos généreux donateurs qui sont présents ici, et puis tous ceux qui l'ont fait avec des dons plus ou moins importants, mais c'est quand même important de démarrer par ce remerciement, évidemment, dans le cadre de cette séance aujourd'hui. Alors, les raisons, elles sont simples, elles sont de deux ordres. La première, c'est finalement une ambition partagée avec l'UNISTRA. C'est une démarche tout à fait naturelle autour d'une ambition partagée dans la recherche de l'excellence et dans la recherche de l'excellence par la recherche. Et je crois que c'est le sens, encore une fois, de l'engagement des hôpitaux universitaires de Strasbourg dans cette fondation. Deuxième raison, on est fidèle en ce sens à l'esprit finalement des pères fondateurs des CHU qui, en 1958, ont créé les centres hospitaliers universitaires et l'ont fait
pour précisément créer des filières d'excellence dans le domaine des soins, bien sûr, mais aussi de l'enseignement et de la recherche publique. Et de ce point de vue, je crois que nous respectons pleinement ce qui est l'identité forte d'un centre hospitalier universitaire, dans ce lien très fort qui est, vous savez, une convention hospitalière universitaire qui lie deux entités qui ont bien sûr leur autonomie, qui ont leurs propres règles de fonctionnement, que sont d'une part le CHU et d'autre part l'université. Mais ce lien fort, au travers de cette convention hospitalière universitaire, il se concrétise aussi par cette démarche partagée autour de la Fondation. Et il le fait d'autant plus que ce que nous partageons, c'est la compétence par l'intermédiaire de nos personnels hospitaliers universitaires. Vous savez qu'au CHU de Strasbourg, c'est à peu près 2000 médecins seniors, dont 400 sont également hospitaliers universitaires. Et c'est ce partage tout à fait remarquable, bien entendu, qui crée les conditions de ce rapprochement tout naturel. Donc, si j'ose dire, on est vraiment dans un sens, encore une fois, parfaitement naturel de cette association. Et c'est une chance, bien sûr, pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg que de pouvoir avoir comme partenaire l'UNISTRA. Mais c'est aussi une chance pour l'UNISTRA d'avoir pour partenaire les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bien sûr, nous on le prend. Quelques mots peut-être. Nous on le prend comme ça, et quand on parle de l'université de Strasbourg, maintenant on parle tout autant des hôpitaux universitaires de Strasbourg, parce qu'on sait que la somme des deux, c'est plus que chacun pris individuellement, ça c'est sûr. Alors, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, en quelques mots, c'est une alliance assez remarquable entre une tradition qui puise aux meilleures sources des valeurs hospitalières. Vous savez qu'on a une cave qui a été bâtie en 1395, qui abrite d'ailleurs le plus vieux vin du monde, de 1472. Ça marque encore une fois ce sens de l'histoire. Et puis, c'est le lieu, bien sûr, de l'innovation, de la recherche et de l'excellence. Donc, les classements nous situent, le dernier du point nous situe au 4e rang national, donc on est effectivement tout à fait bien positionné. On a des axes importants de recherche qui sont aussi pleinement reconnus. Et puis des projets, j'en dis quelques mots peut-être. Oui, un projet emblématique qui est l'Institut hospitalier universitaire, qui sera certainement l'IHU le plus représentatif de cette nouvelle forme finalement de prolongement de ce qu'est l'esprit hospitalier universitaire autour donc du professeur Jacques Marescot. Et nous allons créer également un institut régional du cancer en partenariat avec le centre Paul Strauss, qui aura pour ambition là aussi de fédérer, de mutualiser à la fois les axes de prise en charge mais surtout les axes de recherche autour de cette grande thématique du cancer. Donc 2 projets ambitieux, 2 projets qui sont tout à fait symptomatiques et représentatifs de ce qu'est finalement de ce que sont les hôpitaux universitaires de Strasbourg, parfaitement à l'unisson de ce point de vue avec et qui se traduisent d'ailleurs à Strasbourg par une grande rénovation, une grande modernisation de toute la partie hôpitaux et universités, où il y a, grâce au plan Campus en plus, dont l'université était lauréate, des tas de projets qui permettent d'arriver à un campus global qui s'étend donc jusqu'au nouvel IHU, qui va être absolument magnifique et un peu à l'américaine. Voilà, donc maintenant pour conclure cette table ronde, avant de vous passer la parole, bien sûr je voudrais passer la parole à Alain Beretz, qui est notre fondateur, avec qui nous travaillons très étroitement et avec toutes ses équipes, et qui nous a toujours soutenu, qui a voulu cette fondation au départ lorsque les 3 universités ont projeté de fusionner. Et donc Alain, si tu peux nous donner ton sentiment, faire un peu un bilan de tout ça. Merci Régis, je vais essayer d'être bref, ce qui n'est pas toujours facile pour moi, mais je vais surtout ne pas répéter tout ce qui a été dit parce que c'était fantastique. Peut-être quelques éléments complémentaires, donc nos communicants, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu que je dise, et c'est tant mieux. Donc peut-être d'abord pour revenir sur ce qui vient d'être dit à la fois par Christophe Gauthier et peut-être au départ par Bernard Meunier. La fondation de l'Université de Strasbourg, le terme université ne reflète plus aujourd'hui une institution en termes de structure administrative. C'est une communauté qui aujourd'hui se présente à l'extérieur. Cette communauté, en japonais, en anglais, en allemand, elle s'appelle université. Et c'est pas l'institution que j'ai l'honneur de présider qui est mise en avant, mais bien cette communauté-là. Ça comprend les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il y a bien universitaire dans les hôpitaux universitaires. Ça comprend l'INSA de Strasbourg. Ça comprend aussi le CNRS et l'INSERM dans leurs activités strasbourgeoises. Et la meilleure manière, quand on va à l'étranger, de toute façon, dans les congrès, on se présente tous université parce que c'est la meilleure manière de le faire. Et cette fondation illustre
concrètement que excusez-moi, c'est pas du blabla, c'est de la réalité. On est capable de travailler ensemble, de chasser en meute pour nos objectifs que sont la formation et la recherche. Quelle que soit notre feuille de paye, quelle que soit notre identité après. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et c'est aussi grâce à la Fondation, en partie, en tout cas, qu'on a réussi ça. Et je crois que je voulais encore le souligner, vous l'avez vu à l'instant. Alors, effectivement, je me félicite quand même du succès extraordinaire de cette campagne, puisqu'on est là pour ça. À quoi on peut l'attribuer ? Si je prends une métaphore un peu oiseuse, mais de cuisine, je crois qu'on le doit peut-être, le succès de la recette à deux choses. D'abord, ça a été déjà dit, il y a des bons produits. C'est une fondation n'est là que pour présenter des choses de qualité. Et cette université est extraordinaire. Je le dis pas parce que je la préside, mais parce que justement, on peut être fier de la qualité des chercheurs, de la qualité des étudiants, de la qualité des personnels qu'on a. Et c'est aussi plus facile de venir chez des donateurs en disant regardez ce qu'on fait, aidez-nous à faire mieux. Et je crois que ça, on le doit quand même beaucoup, il faut le dire, à la qualité de ce qu'on fait dans l'université. Et puis on le doit aussi à la qualité de la stratégie de fundraising qu'on a mis en place. Et j'en profite pour rendre un hommage tout particulier d'abord à Régis Bello, le président, qui se donne avec une énergie et qui ne mesure pas son temps, à tous les membres du comité de campagne dirigé par Henri Lachmann, mais j'en profite aussi pour remercier toute la jeune et sensationnelle équipe de la Fondation, avec son directeur Patrick Lerena et toute l'équipe, parce qu'on a fait des paris, on a pris des jeunes, d'abord parce qu'on ne peut pas se payer des vieux, parce qu'ils sont trop chers pour les fondations, et puis surtout, ils sont formidables, ce sont la plupart d'entre eux des diplômés de l'université qui ont fait des formations complémentaires dans ces domaines-là. Ils font un boulot du tonnerre, le monde entier non, mais en tout cas toute la France nous les envie aujourd'hui, parce qu'on a aussi fait le choix d'investir dans cette équipe-là. Et je crois qu'aujourd'hui, je veux vraiment le dire très sincèrement, leur dire merci, parce que c'est aussi leur succès. Alors, finalement, c'est quoi la fondation pour une université, pour un président ? C'est pas juste de l'argent en plus. On est extrêmement fiers du résultat quantitatif. Il est exemplaire, il est exceptionnel, mais il suffit pas. D'abord, il est encore modeste par rapport à notre budget, mais je crois que ce que ça nous apporte déjà au niveau des investissements, c'est deux choses qu'on a du mal à faire dans la vie courante de l'université. C'est la réactivité et la capacité d'agir sur ce que j'appelle des maillons faibles, c'est-à-dire des éléments sur lesquels le système est souvent pas assez efficace. Ça peut être les bourses, ça peut être l'attractivité, ça peut être des éléments sur lesquels notre système, qui est pas si mal que ça, n'est pas assez efficace. Donc c'est pas une rallonge budgétaire, c'est une amélioration de notre capacité d'intervention. Et c'est, je crois que ça qui est ce qui est extrêmement important, et c'est là-dessus qu'on va essayer de continuer à travailler, avec des éléments en particulier de renforcer notre capacité de capitalisation, parce que c'est le long terme, ça a été tout à l'heure dit par Pierre-Étienne Binschedler, c'est le long terme qui est important, et le long terme, il demande à ce qu'on ait des dons capitalisés. Et puis le troisième et dernier point que je voulais souligner, et qui reflète tout ce qu'on a dit là, bien sûr, plus de 22 millions d'euros, c'est extraordinaire, c'est beaucoup d'argent, et c'est important pour la capacité de ce qu'on va pouvoir faire avec cet argent. Mais je crois que c'est aussi, avec cet argent, ce fonds en numéraire, il y a quelque chose d'autre qui nous a été donné par les donateurs, c'est la confiance. C'est cette relation différente, et vous l'avez entendu, je n'ai pas besoin de paraphraser, cette relation différente qui s'est créée autour de notre université et autour des universités en général, parce que je pense que ce qu'on fait là, c'est qu'on sème aussi l'idée que les universités, l'université avec un grand U, n'est pas toujours la caricature qu'on a bien voulu en faire. Et ce capital confiance que, mesdames, messieurs les donateurs, vous nous avez donné, il est peut-être encore plus important que les euros. Et c'est, je crois, ça aussi que je voulais souligner. Et je voulais souligner aussi que c'est l'occasion pour le président, mais je crois pour nous tous, de dire merci. Merci aux donateurs, merci aussi à ceux qui ont permis qu'on en soit là. Dans notre monde, et en particulier à l'université, on ne dit pas assez souvent merci. Et je pense que de temps en temps, profiter d'une occasion comme ça pour dire merci, c'est aussi ce que je souhaitais faire dans cette brève intervention. Eh bien, merci Alain, et moi aussi, de toutes les façons, j'avais envie de redire ce merci, d'une part à tous nos donateurs, du plus petit. On a une petite jeune fille de moins de 10 ans qui a cassé sa tirelire et qui nous a donné quelques euros, jusqu'à nos plus grands donateurs qui sont représentés ici. Donc nous les remercions, et effectivement à notre équipe avec laquelle on a réussi tout cela, et sans laquelle, bien sûr, on n'aurait rien pu faire.
Donc, nous n'avons qu'une envie maintenant, c'est de continuer. Voilà, donc nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, sur des sujets factuels ou des questions de nature plus générale. Nous sommes tous à votre disposition. Oui, madame. Attendez, Bonjour, Sophie Blidman, donc je suis journaliste à l'Étudiant EducPro. J'avais une question sur la répartition en fait des dons qui vont spécifiquement à la chimie et la part qui va plus globalement à l'université. Et une deuxième question sur le montant, enfin la part que représentent les frais de fonctionnement des fondations, voilà, sur l'ensemble du budget. Alors, sur la répartition des dons, dans le document que vous avez, on a déjà une répartition en gros entre recherche, formation et tout le domaine social, bourse et tout. Et pour simplifier, disons qu'en gros, la moitié va à la recherche, un petit quart à la formation et un petit quart à tout ce qui est social. Maintenant, si on fait spécifiquement les dons qui sont dans le domaine au sens large de la chimie, ça représente environ 30% de l'ensemble de ce qu'on a collecté sur la période. Voilà. Sur le fonctionnement et sur le budget, en fait, on a un budget de fonctionnement qui est de l'ordre de 650 000 euros par an. Donc qui représente environ 15% du montant des dons que nous recevons. Alors comment, jusqu'à l'heure actuelle, l'avons-nous financé? Nous avons d'abord un apport régulier chaque année de l'université, qui représente environ la moitié de ce budget. Nous avons depuis 2012 un financement complémentaire aussi des hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'INSA. Et par ailleurs, durant toute notre période de lancement, c'est-à-dire en fait ces dernières années, on a bénéficié d'un soutien important d'institutions qui croient au projet de l'université à Strasbourg et à la Fondation, et pour cause. C'est la région Alsace, c'est l'Eurométropole de Strasbourg et c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg qui ont contribué par des subventions qu'elles nous ont données à couvrir nos frais de fonctionnement, enfin ce qui n'était pas couvert par l'université et les fondateurs. Et ce qu'on peut dire à cette occasion, c'est que progressivement, notre objectif, c'est bien sûr de couvrir nos frais de fonctionnement. Sur chaque don, nous prélevons 4% qui sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement. Et par ailleurs, avec les dons que nous avons accumulés, nous générons aussi une certaine trésorerie régulière. Et donc, à terme, quand on aura évidemment amassé beaucoup plus de dons et en particulier aussi de dons capitalisés, on pourra probablement s'affranchir de ces soutiens extérieurs et réduire même le soutien de nos fondateurs. On est dans une phase de montée en puissance qui s'est organisée de cette façon-là. Si je peux juste rajouter un élément complémentaire, mais on a fait un choix, je dis collectif, d'investir dans un fonctionnement à haut niveau. Donc les coûts... Effectivement, plusieurs centaines de milliers d'euros investis par l'université dans la situation budgétaire actuelle que vous connaissez bien, ça n'est pas évident. C'est un véritable investissement. Moi, je pense que l'expérience le montre. Ce type d'action, on ne peut pas la faire si on n'est pas professionnel. Et c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure dans mes remerciements. Et il y a un prix à ce professionnalisme. Je crois qu'on dépense de manière raisonnable dans la Fondation. Elle est gérée de manière extrêmement prudente. Mais on ne peut pas avoir des résultats de qualité s'il n'y a pas un minimum d'investissement dans la gestion, dans le fundraising, dans la représentation, dans la communication. Voilà. Et je crois que ça, c'est le prix aussi qu'il faut investir, non pas payer. C'est pas un coût, c'est un investissement. Encore une fois. Dernier point sur les coûts de fonctionnement, le fait d'avoir mutualisé le personnel des deux fondations permet de faire des économies. Et avec la compétence des gens, on n'est pas obligé d'embaucher beaucoup de personnes. Dans le cadre de la Fondation Chimie, nous avons grignoté un peu du capital initial. Nous avions une dotation qui était de l'ordre de 18 millions d'euros. Et nous avons maintenant, cette année, pratiquement récupéré les 18 millions. Et donc, telles les grandes fondations qui sont en train de se mettre en place, et permettez-moi de vous dire que on parlait de Strasbourg, mais on sent bien qu'à l'école d'économie de Toulouse, avec Jean Tirole, il y a une autre expérience tout à fait intéressante sur le panorama de la recherche française. Et c'est un autre exemple. Ces grandes fondations vont survivre parce que justement elles seront bien gérées et parce que justement elles vont pouvoir attirer
et focaliser la qualité et l'excellence des universités. Et on n'aura pas honte de dire, dans 10 ans, j'ai fait mes études d'économie à Toulouse, ou j'ai fait mes études de journalisme à Strasbourg, où j'ai fait mes études de chimie à Strasbourg, où j'ai travaillé en biologie avec Gilles Hoffmann. C'est un changement de mentalité en France. Ça a été souligné par Henri Lachmann au début, mais il est vrai qu'on a tendance à dire « je suis de telle école polytechnique de banlieue » et ainsi de suite. C'est un changement dans le paradigme universitaire français. Ne plus avoir honte de son université. D'autres questions ? Bonjour, Laure, journaliste à 107.7. Vous parliez justement de la fierté des universités. Tout à l'heure, Madame Amaury a également souligné la fierté des grandes écoles, qui justement est une sorte peut-être de compétition. Pour les grandes écoles, il y a un système qui est mis en place, qui est très développé sur l'apprentissage et sur le lien entre l'école et l'entreprise. Monsieur Lachmann, vous parliez justement de ce lien avec ces dons et avec cette nouvelle mise en place. Comment est-ce que vous voyez concrètement l'évolution de ce lien entre l'université et l'entreprise? Est-ce qu'il y a des projets qui sont un petit peu précis et que vous auriez envie de mettre en place pour favoriser peut-être le fait que les étudiants se sentent plus intégrés dans l'entreprise, oui, et inversement? Je vais vous répondre, puis je donnerai la parole à Alain qui a peut-être d'autres exemples à donner, mais il y a déjà pas mal de programmes en alternance dans l'Université de Strasbourg de façon générale. Je vais vous donner un exemple d'un projet qui a été financé par un don reçu par la Fondation. C'est une entreprise alsacienne de biens d'équipement qui est la filiale d'un groupe allemand, mais il y a beaucoup d'autres entreprises de biens d'équipement en Alsace qui ont le même sujet, qui ont un problème d'avoir des gens formés pour faire de la maintenance industrielle d'équipements complexes à l'étranger dans des environnements souvent difficiles parce que c'est des usines qui peuvent être localisées un peu n'importe où. Et à cette occasion, on a créé une licence pro de maintenance industrielle qui a été faite en liaison entre des entreprises, en liaison avec la fac de physique et ingénierie, la fac de psycho, la fac de langue de l'Université de Strasbourg. Ça, c'est un exemple qu'on peut donner. On a aussi comme exemple d'alternance, il y en a un autre auquel bon, je vais peut-être le retrouver, mais je passe la parole à Alain dans l'intervalle. Bon, Régis connaît bien l'université, il le prouve là. Je crois que pour répondre sans rentrer trop dans les détails à votre question, la Fondation, c'est un maillon d'une chaîne d'ensemble et très clairement, et depuis un certain temps, notre volonté, c'est une interaction positive avec l'entreprise sur nos deux sujets qui sont la formation et la recherche. Je rappelle quand même que, contrairement à la caricature, nous formons des professionnels. Tous nos enseignements sont professionnalisants. Il y a très peu de chômage à la sortie de l'université, donc ils se trouvent tous du boulot et dans les entreprises. Ce qu'il faut, c'est changer les représentations et c'est ce qu'on essaye de faire depuis longtemps. Un autre exemple, par exemple, et qui rejoint la Fondation, licence professionnelle chez Hoeft. C'est, je crois, un bon exemple, une entreprise qui fabrique des machines, outils pour l'embouteillage. C'est des chaînes d'entreprises allemandes installées en Alsace. Son patron, d'ailleurs, est actuellement le patron du MEDEF, donc c'est un vrai patron, on peut dire. Il a créé avec nous une licence professionnelle d'export, donc où il fallait combiner les connaissances techniques et les connaissances linguistiques. Et le montage de cette licence professionnelle s'est fait par un mécénat de compétences par la Fondation. Donc, et pour aller jusqu'au bout du système et montrer que ça donne des compréhensions globales, ils ont engagé un philosophe pour s'occuper de stratégie dans une entreprise qui fabrique des machines-outils. Donc, je veux dire, on est en train de complètement bouleverser l'ensemble. Alors, je ne parle pas des relations, on les a évoquées, contractuelles avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons été une des universités leaders dans le domaine. La première à créer un service de relations avec l'entreprise. La première à avoir un vice-président
chargé des relations avec l'entreprise, et curieusement ou pas, c'est votre voisin de droite, c'est Patrick Lérena, qui est aujourd'hui le directeur de la fondation, et son successeur, c'est moi, puisque j'ai été vice-président chargé des relations avec les entreprises. Donc cette relation avec l'entreprise, elle fait partie, aujourd'hui, on pourrait presque dire, des gènes de l'Université de Strasbourg, mais de toutes les universités. Là, peut-être qu'on a été un peu plus dynamique, non? Alors, allez. J'aime bien défendre la communauté. En tout cas, mais c'est une relation positive, c'est pas une relation que marchande, c'est une relation qui correspond à ce que vous avez entendu aujourd'hui, une relation où, si c'est... Alors, sans vous employer les poncifs un peu des consultants, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Je crois que tant que c'est une relation où chacun s'y retrouve, c'est une bonne relation. Quand c'est une relation asymétrique, c'est une relation qui ne dure pas longtemps. Juste un mot, si vous voulez. Je crois qu'il est fondamental que l'alternance devienne un standard de formation. Et que ce ne soit pas la filière de l'échec. Et que l'alternance, ça doit être de la 3e jusqu'au doctorat. Ce n'est absolument pas dans l'esprit des gens. Et très souvent, l'alternance est considérée comme un effet d'aubaine dans l'université. Ou trop souvent encore. Ceci étant, je crois vraiment qu'il va falloir le développer, que dans l'enseignement professionnel, il faut veiller à ce que ce ne soit pas la filière de l'échec. Souvent, le bac professionnel est un cul-de-sac. Hein. Donc, il faut absolument qu'on aille plus loin et que cet enseignement devienne un standard. Pour l'instant, vous savez que dans l'alternance niveau 4 et 5 recule. L'alternance au niveau 1, 2, 3 augmente, et augmente aussi au niveau de l'université. Le comité Sup-Emploi a décidé de fusionner avec le comité du Conseil national d'éducation entreprise, justement à cause de l'alternance. Nous sommes dans une croisade de l'alternance, mais pour l'instant, il n'y a aucune ambition, et franchement, le gouvernement joue petit bras en essayant de développer de 3 à 5% par an. Je crois qu'il faut une vraie ambition, et l'ambition, c'est de doubler, c'est de passer à 800 000. Et quand on a l'ambition, on s'en dote des moyens. Juste un exemple, sur les 900 000 gosses en formation professionnelle, donc Bac Pro, il y a 40 000 en alternance. Comme je l'avais dit en démarrant, vous voyez que pour Henri, l'alternance, c'est une croisade depuis très très longtemps. D'autres questions? Si, il y a eu ça a progressé, mais on a encore du chemin. Bonjour, Hélène Hauss, Le Parisien. Comment vous avez ciblé les donateurs? Est-ce que vous avez choisi des entreprises ancrées sur le territoire? Est-ce que vous avez pris des gens qui étaient attachés au territoire? Et est-ce que vous avez dû démarcher beaucoup de monde pour obtenir des dons? Combien de refus pour une réponse positive? Et est-ce que vous avez eu des dons de l'étranger? Beaucoup de questions. Donc, dans nos dons, on a environ 60% des dons qui proviennent d'en dehors de la région Alsace. Et dans nos dons, on a 92% de nos dons en valeur qui proviennent des entreprises et 8% de particuliers. Par contre, en nombre, c'est l'inverse. On a plus de 80% de donateurs particuliers et le reste en donateurs entreprises. Alors en fait, comment on cherche des donateurs et comment on demande à des donateurs, c'est justement là qu'il y a tout un aspect de professionnalisation. Il faut sélectionner des donateurs potentiels. Donc on fait un travail de recherche, d'identification d'entreprises qui peuvent avoir un lien avec l'Université de Strasbourg, dont les dirigeants peuvent avoir un lien avec l'Université de Strasbourg, qui peuvent avoir un intérêt dans l'Université de Strasbourg par les disciplines ou les domaines de recherche pointus dans lesquels l'université est compétente et qui peuvent intéresser ces entreprises. Donc il y a tout un travail de sélection et de qualification qui est fait en amont. Et quand ce travail est fait, on prend contact avec l'entreprise à différents niveaux. Plus l'entreprise est grosse, plus c'est une multinationale, plus c'est compliqué, parce que les centres de décision sont à ce moment-là
soit innombrables, soit souvent un peu confus, en ce sens qu'on ne sait pas très bien si ça se décide aux États-Unis, en France, à Paris, dans la filiale ou l'usine ou autre qui est dans la région où on opère, etc. Donc c'est là qu'il y a tout un travail qui demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça que c'est un vrai investissement. Il y a beaucoup de dons où on a abouti au bout de 2 ou 3 ans de travail à avoir commencé en passant par toutes ces phases. Et puis à l'issue de très nombreuses réunions avec des gens de l'entreprise. Et un des objectifs, c'est la plupart du temps, c'est de faire venir à un moment ou à un autre les personnes concernées de l'entreprise, qui peuvent être ses dirigeants, qui peuvent être ses responsables de la recherche, qui peuvent être ses directeurs opérationnels, son directeur général, de les faire venir dans l'université après avoir préparé avec eux un programme de visite pour leur montrer des choses qui sont susceptibles de les intéresser. Et c'est seulement à l'issue de tout ce travail que nous allons faire une sollicitation et une demande. Et après, il y a un travail, je dirais, de relationnel, voilà, on y arrive, on n'y arrive pas, c'est de la vente, c'est un peu psychologique, etc. Mais je vais passer la parole à Véronique. Juste rajouter une chose, c'est qu'il n'y a pas d'anciens élèves, si vous voulez. Il n'y a pas de liste des anciens élèves à l'université. Oui, mais enfin, pas encore, mais jusqu'à ce que vous ayez constitué le passé, c'est pas. Alors que vous avez tous les anciens élèves de Polytechnique, d'HEC, de l'ESSEC, etc. Et c'est beaucoup plus facile à les contacter. À l'université, ça n'existe pas. Ils n'ont pas ce type de fichier, ils n'ont pas ce type de relation. Je dirais qu'ils n'ont même pas ce type d'appartenance. Hein. Donc c'est une des grosses difficultés du système. Et si HEC a réussi à récolter 100 millions par sa fondation, c'est grâce à sa liste et à son fichier des anciens élèves. Moi, je veux juste peut-être donner la vision du donateur. Nous, on est présents, on a fait des dons dans environ 30 pays. Donc, on a une bonne expérience de la manière dont les différents établissements attaquent le sujet. Moi, je pense que Strasbourg, c'est l'excellence. Et je pense que ça vient son président d'université, de la manière dont la fondation est gérée. Et je pense que l'excellence amène des dons. Mais le meilleur outil de marketing, c'est la réalité, c'est la qualité des professeurs, la qualité des chaires, la qualité du travail et la volonté des différents dirigeants. Moi, je siège au conseil et vous posiez des questions sur les frais de fonctionnement. On regarde le budget, on regarde la liste des donateurs potentiels, on regarde qui a le bon contact au bon niveau, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'aller chercher de l'argent par les temps qui courent. Et donc le succès de Strasbourg, c'est la qualité de ses professeurs et la qualité de ses dirigeants et l'excellente structuration de la manière dont on va chercher de l'argent. C'est pas facile aujourd'hui dans une entreprise. On est sollicité en permanence. Donc la sélection, elle se fait par la qualité de l'organisation et la qualité des professeurs qui sont attirés par les universités, et évidemment la qualité des travaux de recherche et des publications qui sont faites. Mais moi, je voudrais vraiment donner un coup de chapeau à Strasbourg, parce que on donne, on est associé, mais on est aussi fiers de ce qu'on fait, et c'est uniquement dû à la qualité humaine. Merci. Je voudrais terminer sur votre question sur les dons en provenance de l'étranger. On n'en a pas beaucoup. On a on a quelques dons particuliers en provenance de l'étranger. Par contre, on a des entreprises internationales, multinationales, appelons-les comme on veut, qui donnent, mais pas nécessairement en provenance de l'étranger. La plupart du temps, ça passe par leur filiale française. Donc on a des dons de Lilly, on a des dons d'autres laboratoires pharmaceutiques ou d'autres entreprises, Solvay, on a des filiales de groupes allemands qui ont donné pour le projet de Ichinsa, qui est un projet de formation d'ingénieurs biculturels franco-allemands. Donc là, on a rallié un certain nombre de filiales alsaciennes ou de filiales françaises d'entreprises allemandes qui sont intéressées par ces formations. Mais là, les dons, mécaniquement, ils proviennent des filiales françaises. Un dernier point que je voudrais dire, c'est, pour finir sur le processus avec les donateurs, on a un processus de reconnaissance.
Vous savez que le mécénat, il n'y a pas de contrepartie matérielle, donc il y a une contrepartie d'image. Donc on essaye d'associer nos donateurs le plus possible à la vie de l'université, à les inviter à des événements, à les faire participer à tout ce qui se passe de bien pour qu'ils sachent ce qui existe. On a quand même une communication assez active avec une lettre, avec un site qui sont régulièrement remis à jour. Donc on a tout ça. Et d'autre part, on a un suivi particulier de tous nos grands donateurs qui se fait régulièrement. C'est-à-dire régulièrement parce qu'on a beaucoup de donateurs qui font des dons dits pluriannuels, c'est-à-dire qui échelonnent un don sur plusieurs années. Un don de 200 000 euros, c'est 5 fois 40 000 euros par exemple. Donc le donateur, on va être en relation avec lui pendant 5 ans. Eh bien, les grands donateurs, de façon systématique, on va les voir. On a 2 contacts au minimum en plus de leur relation normale avec les domaines qui soutiennent par an, au moins un des 2 par une visite personnelle pour aller voir le donateur et lui demander s'il est satisfait de la façon dont ça se passe, dont son don est affecté, dont on l'informe, dont on l'associe, etc., etc. Autre question. Vous avez dit que donc ça allait continuer. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif pour la prochaine campagne de levée de fonds ? Alors, la nouvelle campagne, bon, il est clair que d'abord, on ne s'est pas arrêté le 31 décembre et depuis le 1er janvier, on continue à travailler sur les projets en cours, des donateurs potentiels avec lesquels on est en rapport depuis un certain temps. Et on a des dons qui continuent à arriver. Mais avant de relancer une nouvelle campagne, on va faire ce que font un peu toutes les fondations qui sont dans notre cas. On fait une pause, on réfléchit et on regarde ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie éventuellement de modifier. On discute avec nos donateurs précédents pour voir ce qu'ils pensent de la façon dont on travaille, s'ils ont envie de continuer avec nous, etc. Donc il y a toute une phase de réflexion qui, dans le jargon des professionnels du fundraising, s'appelle la phase silencieuse, durant laquelle voilà, on fait ce travail de réflexion, redéfinition d'une stratégie, redéfinition éventuellement des points sur lesquels on va mettre l'accent. Alors bien sûr, ce travail, il doit se faire en relation avec nos fondateurs, nos partenaires, l'université, les hôpitaux, l'INSA, les donateurs, etc. Et au bout d'un certain temps, que je ne saurais vous dire exactement aujourd'hui, je me garderai bien de le faire, on lancera certainement une nouvelle campagne et avec un montant qui aura été défini aussi en fonction de ce qui se sera passé, ce à quoi on aura pu réfléchir durant cette période. Voilà. D'autres questions ? Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre attention, pour avoir répondu à notre invitation. Je voudrais remercier aussi particulièrement Frédéric Lichtenberger, qui est notre responsable de la com et pour les 2 fondations et qui est en charge de cet événement et le cabinet clé avec lequel il a travaillé. Et je vous convie très volontiers à un cocktail au cours duquel on pourra continuer à échanger. Et merci encore.